non seulement avocat, mais également, je dirais, activiste et, sur la ville de Genève. C'est vrai qu'en tant que conseiller administratif, je suis en charge également de l'égalité et de la diversité en ville de Genève. Je suis évidemment très heureux de pouvoir vous adresser ces quelques mots. Merci pour l'invitation à l'occasion de ce magnifique colloque organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l'Afrique. Je tenais à remercier particulièrement et chaleureusement M. Gorgui Ndoye pour son invitation. Le 25 mai 1963, je crois que vous avez eu l'occasion de le rappeler, il y a eu 32 chefs d'État africains qui se sont réunis à Addis Abeba pour fonder l'Organisation de l'Unité africaine. C'était un cri commun, un cri d'unité pour la liberté, pour l'indépendance, pour la solidarité entre les peuples. Ça fait, ce 25 mai, 62 ans. 62 ans plus tard, eh bien, c'est évidemment, il faut rappeler cet événement historique, cette commémoration, mais c'est aussi un appel à poursuivre la lutte pour la justice, la lutte pour la dignité, pour un avenir qui soit construit par les Africains et pour les Africains. C'est en tout cas l'occasion aussi de reconnaître les progrès et le potentiel de ce continent, son dynamisme, sa richesse, la richesse de ses cultures, et puis les défis également, les défis nombreux qui restent à relever, notamment en matière évidemment numérique, mais également culturelle, en termes d'industrialisation, mais aussi dans les domaines, vous aurez l'occasion d'en parler, financiers, politiques et environnementaux. Plusieurs de ces défis, évidemment, ont été discutés ou vont être discutés lors de ces deux tables rondes qui vont suivre. Et ces discussions, elles font notamment écho aux demandes de réparation aux anciens pays colonisateurs pour les dommages immenses et durables du colonialisme, de l'esclavage, de l'apartheid et des génocides qui ont été perpétrés en Afrique tout au long du XVIe et jusqu'au XIXe siècle, et encore au XXe, et encore aujourd'hui, évidemment, nous avons encore des sujets concernant, disons, l'inégalité du développement en Afrique. C'est un sujet crucial qui a également été retenu comme thème de l'année 2025, le colonialisme, thème de l'année 2025 qui a été retenu par l'Union africaine. Genève, mesdames et messieurs, modestement, se tient bien sûr aux côtés des pays africains. C'est notre rôle de ville internationale, de ville multiculturelle. Je rappelle régulièrement que nous avons en ville de Genève 190 nationalités, quasiment toutes les nationalités du monde aujourd'hui, que notre ville à 50% de sa population n'a pas le passeport suisse, et les 50% restants, comme moi, qui a le passeport suisse, eh bien, sommes, comme mon nom l'indique, Alfonso Gomez, eh bien, d'origine étrangère. Donc, vous voyez un petit peu la diversité que nous avons et à laquelle nous tenons. C'est une ville qui est la capitale mondiale de la diplomatie et de la gouvernance multilatérale. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu un gros mot, mais nous y tenons. Elle est aussi, cette ville, un centre de compétences et de discussions d'envergure qui réunit, et on le voit déjà par le panel de ce jour, des expertises qui sont fortes. Et chaque jour à Genève, aux Nations Unies, eh bien, on place ainsi l'Afrique au cœur de l'agenda mondial, une Afrique qui doit et qui se pense par elle-même. De manière plus directe, si vous me permettez, la ville de Genève s'engage pour épauler, comme cela n'a peut-être pas été dit, les associations qui œuvrent sur le terrain dans différents pays africains, par le biais de sa délégation Genève-Ville solidaire. C'est le 0,7% de notre budget qui est consacré au développement. On soutient à ce jour, aujourd'hui, 70 projets dans 27 pays du continent africain dans le domaine des droits humains, de la santé et de la formation, mais également de manière croissante dans le domaine de l'environnement, qu'il s'agisse de projets en matière de protection de la biodiversité ou de promotion de l'agroécologie. Mais c'est surtout sur un autre plan
que nous sommes beaucoup plus actifs aujourd'hui. En tout cas, nous le souhaitons. Je souhaite devenir beaucoup plus actif. C'est le plan que nous avons engagé depuis 2020. C'est un large processus de réflexion sur la question des hommages qui sont rendus dans l'espace public à des personnalités ayant encouragé le racisme anti-noir et le colonialisme. Cette affaire du colonialisme, enfin, permettez de dire cette affaire du colonialisme, bien, évidemment, il faut relire Frantz Fanon. Il faut relire Peau noire, masque blanc, l'expérience que suppose l'expérience de l'homme noir dans un monde blanc dominant. Et dénoncer le colonialisme qui non seulement a voulu rendre les Africains des êtres inférieurs, en les décrivant comme des êtres primitifs, mais le colonialisme a aussi voulu faire des Africains, et là je cite Frantz Fanon encore une fois, des êtres infantilisés, déshumanisés, acculturés, abîmés. Et comme il dit, la zone coloniale est une zone non humaine. Et donc pour nous, c'est s'interroger sur cette question pour nous permettre de mettre en lumière cette histoire relativement négligée, notre histoire relativement négligée, qui devrait, nous l'espérons en tout cas à travers le débat de l'espace public, mieux connaître et comprendre les implications qu'elle a aujourd'hui encore, notamment en termes de représentation raciste. Autrement dit, c'est une manière de s'attaquer au racisme qui est systémique dans nos sociétés, profondément ancré dans nos sociétés, sans que l'on en ait du reste toujours conscience. La première phase de ce projet s'est achevée avec la publication en 2022 d'une étude recensant les monuments et symboles controversés qui sont encore présents dans notre espace public de la ville de Genève. Une fois que nous avons fait ce recensement, la seconde phase, actuellement en cours, vise à déterminer les solutions. Évidemment, selon la personnalité qui est mise en exergue, et le traitement doit être différencié. L'explication doit être donnée. C'est dans ce cadre aussi que la ville s'est engagée à ériger également un monument en mémoire de l'esclavage et du rôle de Genève dans la traite transatlantique, afin d'assumer notre travail de mémoire, de transparence sur ce sujet. Parce que, comme le disait un autre combattant, Malcolm X, c'est armé de la connaissance de notre passé que nous pouvons avoir confiance de nous embarquer vers le futur. Et c'est de ça dont il s'agit. J'aimerais conclure encore, mesdames et messieurs, en remerciant toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour faire vivre cette journée mondiale de l'Afrique. J'aimerais en particulier, évidemment, saluer l'association Continent Premier et son fondateur, M. Gorgui Ndoye, qui a organisé ce colloque. Merci encore. Et promeut depuis, oui, c'est vrai, depuis une vingtaine d'années, non seulement les cultures et civilisations africaines, mais également la construction de ponts avec les autres civilisations du monde, à partir évidemment d'ici de Genève. C'est un travail, un engagement qui est indispensable, qui est précieux, qui permet de rappeler que l'Afrique est un continent pluriel, complexe, d'une richesse intellectuelle et culturelle infinie, et dont la voix doit enfin être entendue, elle doit enfin être respectée, et évidemment que les mots prophétiques de Thomas Sankara s'accomplissent, à savoir que nous voulons, il disait une patrie, nous pouvons dire une Afrique, que l'Afrique retrouve sa dignité et que la liberté soit enfin possible. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Excellent. Merci beaucoup. Vous venez de Dr Nongo Samba Sylla, parce que lui, il dit en filigrane, si on accepte de faire la réparation en termes monétaires, ce sera avec quelle monnaie? Et est-ce que ce même système ne va pas nous repousser, nous, Africains, dans une autre
dans un autre environnement de domination. Donc, il faudrait tout ça que notre grand frère et ami, monsieur le chef de chargé des affaires de la mission du Sénégal, la francophonie, la ville de Genève, et monsieur le maire, il faut sortir les sous de Dakar aussi, qui nous aide à avoir tout ça dans un livre ou des rapports. Et je profite, il y a le directeur du master de l'Université de Genève qui s'occupe d'études africaines, monsieur le professeur Didier Peclar devant, qui est aussi président d'honneur parce qu'il a fait 2 conférences pour nous, et avec sa collègue, docteur Mayor, Anne Mayor. Merci pour la présence. Allez-y, maintenant, grand, c'est à vous de Merci. Merci beaucoup, Gorgui. Je me disais tout à l'heure que avec les 2 panélistes, on va avoir du pain sur la planche ou bien une planche dans le pain. Parce que déjà, le premier thème n'est pas épuisé. Parce que tout simplement, c'est un thème extrêmement grave qui parle de colonisation, qui parle de traite négrière, qui oublie même, soit dit en passant, la colonisation orientale aussi. L'Afrique n'a pas que seulement subi la colonisation occidentale. L'Afrique en a subi aussi la colonisation arabe pendant plusieurs siècles. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, cette thématique, voilà, c'est un sujet qui va continuer encore et encore. On va faire l'effort d'éviter que ce sujet nous vampirise un peu. Mais c'est juste pour dire que ce panel déjà, j'en suis le modérateur. Je remercie Gorgui Wade Ndoye. J'aurais pu prendre du temps pour le remercier. J'aurais pu heurter même sa modestie. Mais je vais remercier et saluer la présence du ministre, le professeur Awa-Marie Coll Seck. Et si je m'en limite à ces 2-là, au moins il y a une parité. Gorgui, je te remercie au nom de tous les hommes présents. Madame le ministre, je vous remercie au nom de toutes les femmes qui sont représentées. Ça me fait gagner du temps. J'ai à ma gauche M. Ibrahima Sosefal, docteur en médecine, en épidémiologie internationale, membre du Collège royal des médecins du Royaume-Uni, haut fonctionnaire de l'OMS. M. Fall, bonjour. Bonsoir. J'ai également à ma droite M. Jean Bigné, économiste, expert dans le domaine de l'entrepreneuriat avec une expérience de travail au sein des grands comptes des sociétés multinationales. M. Bigné, bonsoir. Merci. Juste en guise d'introduction en 2 minutes, pour dire simplement que déjà, on a débattu de la colonisation, des réparations. Je disais que c'est un sujet qu'on ne peut pas épuiser. C'est un sujet également qu'il va falloir, disons, développer davantage. Une chose est sûre, avant de réparer, il faut évaluer. Et cette évaluation déjà va être très complexe. Et même en termes de mécanisme de réparation, où iront demain ces sommes, une fois que tout est acté. Voilà, donc ça pourrait même, la solution de l'utilisation de ces fonds pourrait même venir de ce panel, d'autant plus que ce panel met le focus sur les opportunités manquées du dividende économique en Afrique, linké avec l'absence d'une politique holistique de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Voici l'intitulé de cette thématique. Chaque fois qu'on parle de dividende, il y a un écart. Dividende économique, dividende démographique, tout est lié. La science économique en a débattu. Malthus, déjà, en est un des précurseurs. Mais c'est la question fondamentale, c'est la question nodale, c'est la question basique de la science économique. Absolument. Voilà, les biens étant limités, les besoins étant illimités, l'individu, l'être humain va toujours courir, n'est-ce pas, va toujours courir derrière ce concept économique. C'est l'équation économique fondamentale qu'on demande à nos 2 panélistes de résoudre, qui n'a pas encore été complètement résolu. Karl Marx a essayé. Il a essayé, hein, en parlant, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Beaucoup d'économistes en ont parlé. Mais une chose est sûre, dans le contexte africain actuel, c'est une équation qui est assez alarmante.
C'est d'autant plus que si la production n'est pas au rendez-vous et qu'au même moment la population est au rendez-vous, la redistribution va être très complexe. Donc nos deux panélistes nous en diront davantage. Je ne vais pas, disons, empiéter dans, disons, leur univers cérébral, mais je sais d'emblée que c'est un panel qui va permettre peut-être de trouver des solutions même au panel de tout à l'heure. On me signale la présence de M. Guy Mettan, député. Ouais. Voilà. Honorable. Chez nous, les députés, on les appelle honorables. Voilà. Donc, honorable, merci. Donc, je vais donner la parole dans le désordre, hein, ou bien dans l'ordre. Donc, c'est lié, hein, les deux thèmes. Donc, je vous donne la parole, M. Billet, et on verra maintenant s'il y a interférence entre les deux thématiques. Alors, moi, je voudrais déjà remercier toute la salle. Parce que j'ai eu des invités qui étaient venus. Moi, j'ai dit 17h, hein, parce que Gorgui avait dit 17h. Puis après, c'est 18h. Puis là, c'est maintenant 20h. J'exagère. Alors, donc, pour ouvrir cette séance, après les remerciements, parce que Gorgui, c'est quand même un génie. C'est quelqu'un que j'ai connu qui, normalement, lorsqu'on parle des Africains journalistes, c'est pas à ce niveau-là. Parce que le gars, comme on dit chez nous, il est à un haut niveau. Voilà. Donc, il fédère. Et il sait ce qu'il fait. Et c'est ça qui est génial. Donc, j'apprécie beaucoup. Alors, moi, je ne veux pas entrer en faux avec tout ce qui s'est passé. Parce que je ne suis pas pour la guerre. Parce que mon ancien professeur d'histoire économique s'appelait Paul Béroc. Peut-être vous le connaissez, ceux qui ont fait l'université de Genève. Il a dit que l'esclavage, c'est historique. C'est consubstantiel à l'être humain. Vous voyez? Parce que c'est tout le temps, on veut dominer l'autre. Donc moi, je ne veux pas allumer la guerre. Pour ce faire, je vais vous proposer, mais vraiment, quelques minutes, quelques secondes, ce que nous disait Charles Baudelaire dans le Calumet de paix. Comme ça, nous, on fume le calumet de paix, tout le monde. Hein? Il dit, « Oh, ma postérité, déplorable et chérie, oh, mes fils, écoutez la divine raison. C'est Gitche Manito, le maître de la vie, qui vous parle. Celui qui, dans votre patrie, a mis l'ours, le castor, le renne, le bison. Je vous ai fait la chasse et la pêche facile. Pourquoi donc le chasseur devient-il assassin? Le marais fut par moi peuplé de volatiles. Pourquoi n'êtes-vous pas content, fils indocile? Pourquoi l'homme fait-il la chasse à son voisin? Je suis vraiment bien las de vos horribles guerres. Vos prières, vos vœux même sont des forfaits. Le péril est pour vous dans vos humeurs contraires, et c'est dans l'union qu'est la force. En frères, vivez donc, et sachez vous maintenir en paix. Bientôt, vous recevrez de ma main un prophète qui viendra vous instruire et souffrir avec vous. Sa parole fera de la vie une fête. Mais si vous méprisez sa sagesse parfaite, pauvre enfant maudit, vous disparaîtrez tous. Bientôt fini. Hein? Effacez dans les flots vos couleurs meurtrières. Les roseaux sont nombreux et le roc est épais. Chacun a un peu tiré sa pipe. Plus de guerre, plus de sang. Désormais, vivez comme des frères et tous unis, fumez le calumet de paix. Okay. Voilà. Donc, comme vous savez, le sujet sur la démographie, c'est un sujet polémique, compliqué. Parce que lorsqu'on parle de démographie, il y en a qui vont parler de grands remplacements, il y en a qui vont dire que c'est un boom. Donc c'est comme une bombe démographique qu'il faut désamorcer. OK? Parce qu'ils vont nous envahir.
Et puis, il y en a qui disent, des politiciens de chez nous, ben, l'émergence, c'est pour bientôt, ça va être génial. Et ils vont demander du pognon au FMI ou je ne sais pas, pour dire, nous sommes en train de travailler. Mais non, ils ne travaillent pas. C'est compliqué. En fait, ce que je voulais vous dire, malheureusement, on n'a pas le bimère pour vous montrer. C'est-à-dire la croissance mondiale, comme on dit, en 2100, elle décroît. Pour tout le monde. En ce moment, vous voyez, il y a des pays qui n'arrivent plus à avoir des enfants. Ils n'ont que des morts. En Europe. OK? Donc, l'Afrique, après avoir été sous-peuplée, pour ce qu'on a expliqué, vous connaissez les raisons. Je ne veux pas rallumer la guerre. Vous voyez? Donc, l'Afrique a été sous-peuplée. Et maintenant, l'Afrique se réveille enfin. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Ben, il faut diminuer, vous faites trop d'enfants, ça ne va pas aller. Vous voyez? Donc, c'est là où il y a une injustice. Mais en même temps, si on fait trop d'enfants, on ne peut pas les nourrir. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous? Qu'est-ce qui peut répondre? Parce que moi, j'aurai que 5 minutes pour vous. Alors, si quelqu'un veut lever la main, il lève et puis je la lui donne. Hein. Je donne la parole. Vous voyez? Donc, on est dans un moment critique. La maison Afrique brûle. En même temps que la maison européenne. Vous voyez? Enfin, occidentale. Vous voyez? Au Japon et je crois en Corée, ils ont 0,78, 78, hein, pour vous dire, enfants. En Suisse, on est à 1, combien, 1,6 1,5, je crois. 1,5. Donc, on ne remplace pas la population, vous voyez? Et ça, c'est terrible. En Afrique, on a des gens... Pourquoi les gens font 5 enfants? À votre avis? C'est parce qu'ils n'ont pas le moyen. Quand on n'a pas d'argent, voilà, un enfant, c'est ça qui va nous aider. Vous voyez? Parce que vous voyez, les femmes chez nous, là, elles travaillent à la houe. La houe, c'est... bon, si vous connaissez pas ce que ça veut dire une houe. Mais une houe, c'est un instrument pour planter. Vous voyez? Imaginez la femme qui a 50 ans à planter avec la houe. Donc, elle a besoin de petites mains. Vous voyez? C'est pour ça que les Africains, c'est parce qu'ils aiment les enfants, hein, c'est qu'ils sont obligés. Vous voyez? Donc, on en est là. Alors, pour couper coup, parce que bon, je vais aller au pas de trou, hein. C'est-à-dire qu'en 2100, d'après les scientifiques, toutes les études nous disent que, bon, vous savez, la ligne du temps, c'est comme ça, mais après, la ligne de la population augmente et arrive à un plateau et descend. Donc, ça veut dire qu'en 2100, nous tous, ben, on retourne à l'élément. Ça veut dire on meurt. Bon, moi, j'aurais pu... je serais déjà parti. Vous voyez? C'est bon? Bon. OK. Si vous avez une question, vous levez, parce que c'est un sujet compliqué. Vous voyez? Alors, maintenant, ce que je voudrais vous dire par rapport aux stratégies. Alors, évidemment, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est toutes ces institutions qui disent aux Africains, vous faites trop d'enfants. Et les Africains se précipitent pour emprunter, pour faire des dettes. Mais quand ils font des dettes, ils détournent le pognon. Donc, ils ne font pas les routes, ils ne font rien. Vous voyez, le problème qu'on a, nous, quand on appelle ce qu'on appelle dividende économique, c'est quelque chose qui vient de la transition démographique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a plus d'actifs, voilà, ces actifs-là, c'est eux qui boostent l'économie. Vous voyez? Mais ils ne peuvent pas booster l'économie puisqu'il n'y a pas les routes. Il n'y a pas d'eau potable. Vous voyez? Il n'y a rien. Donc, ce que je dis, et normalement, toutes ces politiques doivent être faites pour les jeunes. Voilà. Et on ne peut même pas créer les entreprises. L'Africain va vous dire, écoutez, on n'a pas les moyens. Alors là, je convoque Ziegler. Qu'est-ce que Ziegler dit? Ben, il dit, l'Africain, c'est un pauvre qui est assis sur l'or. Vous voyez? Donc, on a des minerais. On peut tout à fait dire à tous ces gens qui viennent, écoutez, on n'a pas d'argent, d'accord, mais on a nos minerais.
Alors, ces conditions, on travaille. Alors, comment on va faire pour aller vite, pour que mon collègue puisse aussi s'exprimer? Je ne vais pas monopoliser la parole, je te promets. Donc ça, c'est la grande question. Alors, en sciences économiques, moi, je parle là sous le contrôle de tous les universitaires. Bon, la stratégie a commencé avec Sun Tzu, au 5e siècle, avant Jésus-Christ. Hein. Voilà. Pourquoi est-ce que les Chinois réussissent? C'est parce qu'ils ont lu Sun Tzu. Qu'est-ce qu'il dit Sun Tzu? Hein? On fait la guerre sans couler une goutte de sang. Une fois que tu as vu le Chinois, il a déjà tout pris. Vous voyez? Partout où ils passent, ils prennent tout. Ils ont pris l'Afrique de l'Est. Même en Europe, ils ont les ports. OK? Mais l'Africain, lui, il reste là comme ça. Vous savez que même les peignes, là, pour peigner nos cheveux crépus, sont les Chinois qui nous les vendent. Vous voyez? Donc, il est temps que les Africains sortent des bistrots et puis de faire que bunga bunga. Non! Il faut, ici et maintenant, arrêter ça. Excellent. Vous voyez? C'est compliqué. Je viens de comprendre pourquoi le professeur est un adepte de Baudelaire, parce que le langage est assez direct, n'est-ce pas? Donc c'est un langage qui est assez direct. Donc je vais donner la parole à M. Fall. Remercier M. Vignier parce que déjà il a mis le doigt là où il le faut. Comme disent les Wolofs, d'abord. Maintenant, est-ce que c'est le bon doigt ou bien c'est le bon endroit? Ça, je sais pas. Là, on en parlera. Donc, M. Fall, vous avez la parole. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je profite pour remercier Gorgui et saluer toutes les autorités et les amis qui sont présents. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce que la santé fait dans l'économie. Mais j'ai toujours dit à Gorgui et à tout le monde qu'il n'y a pas de prospérité sans santé, il n'y a pas de productivité sans santé. Et malheureusement, dans nos pays, très souvent, quand on liste les priorités, on parle de tout sauf de la santé. Il est important de comprendre que la santé est non seulement un déterminant pour le développement, mais la crise sanitaire peut freiner tout développement économique. Nous l'avons vu durant la pandémie, mais aussi durant beaucoup d'autres épidémies. J'ai bien aimé donc la phrase de mon homonyme, le professeur Ibrahim Guissé, qui disait qu'une injustice historique peut avoir des conséquences transgénérationnelles. Nous l'avons vu pour la santé. Quand on regarde l'état de santé des populations africaines avant la colonisation, on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies qui n'existaient pas en Afrique, notamment les maladies chroniques, qu'on appelle les maladies non transmissibles. Et quand on regarde les écrits des médecins militaires de l'époque coloniale, ils disaient que les populations africaines n'ont pas de diabète et n'ont pas d'hypertension. Mais aujourd'hui, nous sommes près de 50% de décès liés à ces maladies non transmissibles, parce que nous avons changé de mode de vie. Et je posais une question colle aussi à un collègue qui était dans mon équipe, il s'occupait de choléra. Je lui ai demandé, est-ce que vous savez comment le choléra est arrivé au Sénégal? C'est un Français. Hein? Je lui ai dit, c'est à partir de la France, à partir de Marseille en 1868, à travers les bateaux qui venaient à Saint-Louis, ensuite par voie terrestre aussi par les pays de la Méditerranée, que le choléra est entré au Sénégal. Et vous voyez donc qu'on a tendance à croire que ces maladies transmissibles partent souvent de l'Afrique. Mais quand on parle de santé en Afrique, je toujours mettre l'accent aussi sur les progrès importants qui ont été réalisés à partir de 2000 et un baseline important parce que c'est en ce moment que nous avons commencé à mettre en œuvre les objectifs du millénaire pour le développement et beaucoup d'initiatives sont nées à partir de ces années. Donc avec Rollback Malaria, je pense, le professeur Omari Kolsek ici, le Fonds mondial en 2002, etc. Et déjà, quand on regarde pour le paludisme spécifiquement, entre 2000 et 2012, les efforts consentis ont permis de réduire la mortalité par 40% et le nombre de cas par 60% en Afrique.
c'est déjà un résultat extrêmement important, mais malheureusement, on a stagné depuis 2012. Quand on regarde le VIH aussi, nous avons vu une réduction des nouveaux cas donc d'infection de 70% en Afrique. Entre 2000 et maintenant, la mortalité, l'espérance de vie a augmenté de 15% en Afrique. Donc il y a des progrès importants qui ont été réalisés. Malheureusement, nous avons des situations toujours qu'on ne peut pas accepter en termes de fardeau de la maladie. Alors que l'Afrique ne représente que 15% de la population mondiale, 25% du fardeau de la maladie est en Afrique. Si on regarde le paludisme, c'est 94%. Le VIH, on est à 69%. La mortalité des enfants de moins de 5 ans, nous sommes à 55%. Et la mortalité des femmes pendant l'accouchement, c'est 72% qui se passe en Afrique. Et c'est inadmissible. Et c'est pourquoi nous parlons toujours de l'agenda inachevé donc de la santé, parce que cette transition des maladies non transmissibles vers les maladies non transmissibles n'est pas une transition complète, parce que nous sommes toujours face à ces maladies transmissibles et aussi face à ces maladies non transmissibles dans un contexte où les épidémies augmentent de plus en plus. Et ces épidémies sont étroitement liées à la déforestation, au changement climatique, etc. Et quand il y a déforestation, il y a une perte de biodiversité. Et certaines espèces donc, se multiplient et ont plus de contact avec donc, les êtres humains. C'est pourquoi certains virus donc, qui étaient confinés en zone forestière sont en contact avec nous. Les épidémies d'Ebola, de Lassa se multiplient, toutes ces fièvres hémorragiques. Et les maladies à transmission vectorielle aussi, la fièvre jaune et la dengue. Pratiquement tous les pays africains sont à risque pour la dengue. Mais aujourd'hui, on voit la dengue même dans les pays européens du Sud. Et 107 pays ont enregistré des cas de dengue avec une transmission locale l'année passée. Mais ce qui est alarmant, c'est qu'aujourd'hui, encore en 2025, on parle de maladies tropicales négligées. Et quand on parle de maladies négligées, on parle de population négligée en réalité. Parce que tout simplement, ces maladies ne représentent pas une menace pour les pays développés. Il n'y a pas d'investissement sur la recherche et le développement pour avoir de nouveaux médicaments, des vaccins pour lutter contre ces maladies. Raison pour laquelle donc, nous avions parlé de la décolonisation de la santé mondiale il y a 3 ans, à l'occasion du gingembre. Mais décoloniser la santé mondiale, cela signifie aussi une appropriation au niveau national. Parce que si on décolonise au niveau mondial et qu'au niveau national, la santé n'est pas mise en priorité, nous allons continuer à attendre que notre sécurité sanitaire soit assurée par des financements extérieurs. Et aujourd'hui, si on est sérieux par rapport à la souveraineté, par rapport au développement de l'Afrique, nous devons investir dans la santé. Et c'est là où donc, le dividende démographique est intéressant. On peut considérer la population comme un fardeau, mais si la population est bien éduquée, parce que l'éducation est le déterminant clé de la santé. Quand les femmes sont bien éduquées, elles arrivent à se prendre en charge sur le plan sanitaire, arrivent à prendre en charge la santé de leurs enfants. Et moi, je suis le 8e enfant de ma famille. Et ma maman était éduquée. Donc, elle a su prendre en charge ma santé et mon éducation, ainsi que celle de mes soeurs et de mes frères. Et il y a 3 docteurs dans ma famille. Donc, pour vous dire que ce n'est pas seulement le nombre qui est important, mais il y a d'autres déterminants qui sont importants. Et l'éducation est le déterminant essentiel pour le développement, mais aussi pour la santé. Et pour conclure, il est important qu'on aille à l'approche de la santé dans toutes les politiques. Parce que les déterminants de la santé sont en dehors de la santé. L'éducation, l'accès à l'eau potable, l'environnement, je parlais de la déforestation. Et si on n'a pas donc, cette approche de santé dans toutes les politiques, les budgets de la santé vont être limités au budget du ministère de la Santé. Et ça ne marche pas comme ça. Et maintenant, pour tirer profit de ce dividende démographique, il est important que ces jeunes soient bien éduqués. Nous avons une opportunité avec les nouvelles technologies, donc d'avoir une santé digitale avancée si les jeunes sont bien éduqués, mais aussi les impliquer dans la promotion de la santé pour avoir une approche préventive au lieu d'attendre que les gens tombent malades pour dépenser beaucoup d'argent à soigner des maladies qu'on n'arrive pas tout le temps à soigner. Donc, avoir cette approche de promotion de la santé, de la prévention, en ayant en tête qu'investir dans la santé, c'est en réalité investir dans le développement durable. Je vous remercie. Excellent. Merci. Malheureusement, Gorgui me signale que le temps nous étant très compté, il n'y aura pas de débat. Il y en aura. Il n'y en aura pas. Bon, donc, peut-être en guise de synthèse,
dire simplement que je pensais pouvoir résoudre l'équation du panel 1 avec ce panel, mais puisqu'il n'y a pas de débat, ça voudrait dire donc que ce n'est pas une question insoluble. Hein. L'Afrique a un atout, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse. Nous étions les ancêtres du monde, aujourd'hui nous sommes les enfants du monde. Voilà. Ça veut dire simplement qu'il va falloir maintenant, il va falloir travailler sur l'humain, le qualifier, lui donner les instruments nécessaires, le former, faire de sorte que cet humain puisse porter le développement. Parce que Jean Baudin l'avait dit hein, au siècle d'avant-dernier, il n'est de richesse que d'homme. Maintenant, c'est sur l'homme qu'il faut se focaliser en termes d'intervention pour sa santé, en termes d'intervention dans l'éducation, en termes de capacitation, mais également en termes de changement du système éducatif. En Afrique, on continue à mettre l'accent sur les filières qui ne sont pas des filières porteuses. Donc, il va falloir tout de suite que nos enfants, qu'on leur apprenne, comme disait Cheikh Hamidou Kane, à lier le bois au bois pour faire des édifices de bois. Ce n'est pas aussi simple que cela. Maintenant, si on continue maintenant le bourrage de crâne, alors qu'avec Facebook, avec l'IA, les jeunes peuvent se bourrer le crâne quand ils veulent, il faut leur apprendre des choses précises. Tout à l'heure, le professeur a parlé de la Chine. Moi, je suis allé en Chine plusieurs fois. Mais les Chinois, c'est comme des machines. Voilà. Ils travaillent, ils se concentrent sur ce qu'ils doivent faire. Et là-bas aussi, il y a une certaine discipline. À un moment donné, ils se sont ajustés en termes de population. Ils continuent d'ailleurs à s'ajuster pour que ça ne déborde pas. Mais aujourd'hui, c'est un bel exemple. Mais le plus important aujourd'hui en Afrique, il faut que l'Afrique aille vers l'efficience. Absolument. L'efficience. Il faut que l'Afrique puisse résoudre les équations logistiques, les routes, les pistes. Et d'ailleurs, même la réparation, n'est-ce pas, du fait colonial pourrait cibler ces secteurs, ne serait-ce que pour pouvoir décloisonner l'Afrique. L'Afrique a la chance également d'avoir la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Au niveau des textes, c'est très beau, c'est très bon à lire, mais dans la réalité, l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique. Dans la réalité, il y a même certains qui disent les Afriques. Parce que il y a des niveaux de développement qui, même à l'intérieur des pays, hein, vous verrez déjà des pertes post-récolte, vous verrez des choses qui ne devraient pas exister. Ça voudrait dire que si on met l'accent sur l'humain en termes de capacitation, à la fois au plan sanitaire, mais également en termes de formation, cette, je ne dirais pas bombe démographique qu'on craint, pourrait être une opportunité. D'autant plus que le professeur nous a donné l'horizon 2100, où l'Afrique quand même pourrait être ce continent qui va porter le monde. Le monde, l'Afrique a beaucoup souffert, mais l'Afrique est encore debout. Oui. Moi, je ne veux pas qu'on s'inscrive dans une sorte d'afro-pessimisme. Gorgui, c'est un optimiste. Continent premier, c'est un optimiste. Il va falloir que cet optimisme maintenant, qu'on puisse traduire cela en termes concrets sur le terrain, n'est-ce pas, en intervenant sur la jeunesse africaine, en termes de formation. Moi, je pense que le nœud gordien du problème est là, mais surtout en intervenant également au niveau des femmes. La femme africaine travaille trop en milieu rural, parce que tout simplement, elle porte la famille, mais en même temps, elle intervient nuit et jour, n'est-ce pas? Il va falloir également mettre le focus sur ces deux piliers, jeunes et femmes, pour pouvoir permettre à l'Afrique de régler ses problèmes, mais également de porter l'économie mondiale, parce que le prochain siècle sera africain ou ne sera pas. Alors voilà, on va clôturer malheureusement ce deuxième panel ainsi. J'aimerais appeler Madame la ministre Awakari Marie-Coll Seck, s'il vous plaît. Venez là, Monsieur le maire, c'est devant. Professeur Awa Marie-Coll Seck, elle est ancienne ministre de la Santé du Sénégal, ministre d'État. Nous avons à continuer après une petite surprise pour vous. Voilà, c'est la partie remise de diplôme. Et je demanderai gentiment, après que vous nous aidiez, que chacun qui a une chaise noire puisse prendre cette chaise et l'amener en bas.
Sinon, on va se faire taper dessus. En ce moment, M. Alfonso Gomez ne pourra rien faire. Voilà, parce qu'en Suisse, les techniciens, on les écoute. Alors, professeur Awa-Marie Kolsek, ancienne ministre de la Santé, ancienne directrice du programme des Nations Unies pour faire reculer le paludisme. Ce diplôme de présidente d'honneur pour sa constance dans l'engagement intellectuel de Continent Premier depuis sa création en 2004 et pour son rôle éminent dans l'accès à la santé au Sénégal et dans le monde. Ce diplôme vous déclare digne de tous les honneurs, droits et privilèges associés à cette distinction. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je vais appeler M. Jean Binier, expert dans le domaine de l'entrepreneuriat, master en sciences économiques et sociales, en droit, organisation et conduite du changement. Ce diplôme pour ses encouragements constants par ses idées et sa présence régulière à nos différentes manifestations. Alors, je vais demander peut-être à Dr Socéphale de le lui remettre. Comme ça, il va se réconcilier intellectuellement. Ce diplôme d'honneur, merci, c'est bon. Merci. Alors, un conseiller à M. Sami Kana, conseiller administratif de la ville de Genève en charge de la culture. Pourquoi? Ce diplôme de président d'honneur pour son rôle positif dans la reconnaissance de la culture comme élément fécondant du vivre ensemble. Monsieur le conseiller administratif, comme il part, il est parti. Nous voilà, nous tenions à lui rendre hommage. Comme ça, ce ne sera pas opportuniste, mais voilà, et nous croyons profondément, comme nous faisons ici, que la culture peut aider à développer le vivre ensemble. Je vais demander au maire de la commune de Diass, Sénégal, de remettre ce diplôme de votre ancien collègue à son collègue, Dr Alfonso Gomez. Merci beaucoup. Enfin, voilà, merci beaucoup. Enfin, voilà, merci pour tout. Professeur Catherine Maia, professeur de droit international à l'Université Lusofona à Portugal, juge assesseur nommé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la Cour nationale du droit d'asile. Ce diplôme de présidente d'honneur pour son engagement pour une meilleure connaissance du droit international et ses articles de contribution de haute qualité dans les médias africains et notamment dans le continent premier. Et nous vous déclarons dignes de tous les honneurs, droits et privés associés à cette distinction. Maintenant, les autres, il y a Dr Guissé qui a droit à un diplôme, M. Socéphale. Mais vous, comme vous êtes à Genève, nous attendons en septembre, lors du grand round, que M. Alfonso Gomez... C'est ça, c'est toi qui vas donner. Ah non, je préférerais que ça soit M. Nongo, chargé d'affaires de la mission de la République du Sénégal, s'il vous plaît, de remettre ce diplôme donné à la côte de 4. La photo par contre, en face. En face, regarde. Non, regarde. Ah, excellent.